Ce podcast est disponible en simultané sur SoundCloud. On est parti. 2, 1, action. So, for example, take communism. I have a dream. Alors, Monsieur Macron, vous avez perdu. Healthcare is a human right, not a privilege. La révolution, c'est d'abord l'irruption des masses sur la scène où se dessine son propre destin. Bonjour et bienvenue dans Prochaine à gauche, le premier podcast orange avec une perruque blonde et légèrement fascisant. Et un peu grosse. Aujourd'hui, pour faire le pilier de comptoir, je suis en compagnie de Leloup. Bonsoir. Je suis moi-même votre hôte Ed et nous allons vous faire passer une heure et demie agréable en vous parlant d'un sujet qui détend. Si on y arrive. Le Trump. Yes. Putain, la synchro, c'était même pas répété. Là. Ah non, mais en fait, Faites pas ça chez vous les enfants, là on est des professionnels du podcast. on est la même personne depuis C'est le l'heure départ. des pros. Non, C'est l'heure des pros. On accueille Pascal Bruckner. notre prochain invité, bien sûr, du prochain podcast, c'est Pascal Pro, sa vie, son œuvre. Pascal Bruckner qui vient nous parler de son prochain livre, Pourquoi les Noirs qui n'aiment pas se faire tuer par la police ont un problème avec le père. Yes. Tout ça c'est freudien. Hein. Ah, on adore. Bon, le Trump. Parce que on a assez de zozo outre-Atlantique pour pas parler des nôtres. C'est vrai. Qui est le Trump ? Bonne question. Alors, Tion. Donald Trump est le fils du promoteur immobilier Fred Trump. Et grosso modo, il a fait sa carrière professionnelle en tant que millionnaire, milliardaire, fils à papa. Avec une télé-réalité. C'est le président des États-Unis le plus vieux et le plus riche jamais élu. Avant d'être président, il a jamais fait de politique, mais il a changé d'affiliation plusieurs fois en déclarant son soutien successivement au Parti républicain, puis au Parti démocrate, puis au Parti républicain, puis au Parti indépendant, puis au Parti démocrate, puis au Parti républicain, grosso modo. Avant de représenter l'aile droite du parti, il se présentait lui-même comme un républicain modéré. Donc il a vraiment fait pratiquement tout le spectre politique. Il a jamais été maoïste, à ce que je sache. Oh, ça aurait été beau quand même. Mais- Un petit livret rouge. De libéral à conservateur à fascisant, il a fait tout le spectre. Il a été élu suite à une campagne en 2016 où il faisait un constat alarmiste. Je suis le seul à pouvoir régler ça. Il s'est fait connaître en faisant appel à des sentiments nationalistes. Il se décrit lui-même comme un nationaliste et il comptait bien sauver le pays du crime, de l'incertitude économique et de la désindustrialisation. Tout à fait. Qui est un problème qui touche les États-Unis depuis 30 ans, voire plus depuis les années Reagan, quoi. Ah bah oui, oui. Ouais. Ses principaux chevaux de bataille étaient donc le libre-échange, mais aussi l'immigration, parce que Le c'est mur. les Mexicains qui nous volent notre travail, et les Évidemment. Arabes, Ah oui. et le repli national. Un de ses points positifs, c'est qu'à la base, même si ça s'est un peu compliqué après, il était anti-militariste et dans le sens anti-interventionniste. Ouais, voilà, c'est ça. Il pensait que les États-Unis devaient arrêter de jouer le rôle de gendarme du monde. Exactement. T'as bien retenu tes cours de géo de première. Ah, t'as vu ça, hein ? C'est exceptionnel. C'est tellement ça. Il est aussi connu comme un président autoritaire qui n'en fait qu'à sa tête et qui est prêt à jouer avec les limites du pouvoir présidentiel. C'est un faux candidat des pauvres puisqu'il s'est fait connaître en étant un petit peu le candidat de tous ceux qui s'étaient fait baiser par la mondialisation. Alors qu'au final, une fois président, il a surtout fait de la dérégulation et supprimé des taxes sur le revenu. Encore pour les dernières taxes qui restaient, quoi. Donc voilà pour la présentation de celui qui occupe la Maison Blanche depuis 4 ans. Et peut-être. Et peut-être pour les 4 prochaines années. Eh oui. On donnera nos pronostics à la fin, je pense. Ah bah. Je crois qu'en plus on n'est pas d'accord sur le pronostic. On n'est pas d'accord, je crois. Je sais plus. Bah on verra. Vous verrez ça à la fin. On tease un peu. Alors voilà, donc pourquoi est-ce qu'on voulait vous parler du Trump ? Parce qu'on trouve que c'est une figure compliquée On l'aime bien ici. et que non mais en fait on en entend toujours parler selon un angle qui est très particulier, qui est grosso modo celui des médias libéraux. Donc on nous dit qu'il est méchant, mais c'est pas forcément des gens qui sont très copains avec nous politiquement qui nous le disent, donc on voulait se pencher sur le cas de qu'est-ce qu'on en pense, nous, en analysant un peu plus. Est-ce que vraiment Donald Trump c'est le diable ? Est-ce que c'est le pire président des États-Unis ? Est-ce que c'est vraiment un ovni qui est venu interrompre des États-Unis qui étaient idylliques avant lui, où tout se passait bien, où c'était les droits de l'homme ? Oui, non, peut-être ? Non. Voilà pour l'introduction, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, exactement. Et on s'est posé une question ici à Prochaine à gauche dans notre petit open space. Donald Trump, ou Trump pour les intimes, est-il d'extrême droite ?
Et ça, c'est une grande question qu'on s'est posée. Donc on va peut-être faire une petite définition très rapide de ce qu'est l'extrême droite, parce que c'est un peu un terme usé à tort et à travers, très très galvaudé, surtout en ce moment, avec le terme fasciste, mais on y reviendra juste après. Donc en fait, pour faire très très simple, l'extrême droite, c'est une mouvance politique, bon, jusque-là tout le monde est d'accord là-dessus, qui se caractérise par une forme que je dirais sévère de conservatisme. C'est un peu mon diagnostic. C'est-à-dire en fait une volonté de retour à des valeurs antérieures, avec une forme de nostalgie extrême, qui fantasme une temporalité de l'histoire qui n'a finalement jamais existé. Et notamment, il y a plusieurs idées qui la composent. Notamment, alors, il y a différentes branches dans l'extrême droite, c'est un peu comme la gauche, il y a différentes branches, mais il y a souvent cette idée qui ressort, c'est-à-dire l'anti-parlementarisme, donc le refus, en fait, par exemple, du bicamérisme. Ah oui, alors par contre, oui, alors le bicamérisme, on c'est n'est deux pas à chambres. Sciences Po, là tu peux pas lâcher Oui. des termes comme Donc, ça. Par exemple, le refus de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est ce qu'on appelle le bicamérisme, c'est-à-dire les deux chambres. C'est deux chambres en fait, le bicamérisme. Et beaucoup de sociétés avec ce qu'on appelle un pouvoir législatif, donc un pouvoir donné aux assemblées, ont deux chambres. Une assemblée et un Sénat. Un truc pour les vieux et un truc pour les jeunes. Enfin, pour les jeunes entre guillemets. Voilà. Donc il y a un refus du parlementarisme. Alors il y a plein d'autres choses. Il y a l'autoritarisme, par exemple. Donc du coup un pouvoir très centralisé, très fort, très puissant, qui use de ses moyens pour faire respecter l'ordre. Parce que l'ordre c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent dans leur vocabulaire et dans leur idéologie. Il y a aussi une doctrine basée sur la race. Alors à l'heure actuelle, elle est un tout petit peu plus subtile, si on peut appeler ça une subtilité. Donc par exemple, en France, c'est il y a le bon français et il y a le mauvais arabe, quoi. Donc en fait, c'est une distinction en fait entre le bon et le mauvais, qui se jouerait sur une ethnie ou sur une origine culturelle. Voilà. Oui, aujourd'hui, ça se fait plus autant, c'est plus dur qu'avant de dire vraiment Voilà. ramener les choses en termes de race. Donc ce qui va être utilisé en France, on le voit beaucoup, c'est plutôt l'appel à l'islam. Voilà, c'est ça. En fait, ouais. On va distinguer par exemple le C'est bon pas le fait arabe que du mauvais arabe. Voilà, c'est pas le fait que ce soit des arabes qui posent problème, hein, c'est leur Ouais. religion qui Voilà. est fondamentaliste, C'est le fait- violente, etc. Ou par exemple le fait qu'ils viennent tous des quartiers, donc du coup c'est des problèmes, ils s'habillent mal ou je ne sais quoi, ils sont Voilà, pas en tenue aujourd'hui ça passe républicaine. mieux que les conneries biologisantes ils ont pas la même forme de crâne qu'on avait il y a Oui, un voilà, siècle ou deux. la fréno, on adore. Et il y a aussi ainsi qu'un souverainisme qui cache en fait qui ne sert qu'à cacher une volonté xénophobe. Donc c'est ce qu'on voit par exemple avec d'autres pays qui sont passés un peu à l'extrême droite, donc une fermeture des frontières et un refus total d'immigration, sauf l'immigration blanche et riche. Ça va, ça c'est ok. Eh, mais ça c'est pas des immigrés, c'est des expatriés. C'est ça, c'est pas la même chose, on confond pas Quand tout. ils sont riches et blancs. Voilà, c'est ça. Donc pour une partie de cette mouvance, la problématique première, c'est l'immigration, qui serait la cause de tous les maux de la société. Évidemment, à cela s'ajoutent des idées réactionnaires, donc par exemple le refus d'une ou toute partie des droits de l'homme. Il y en a une partie. Il y a aussi toutes ces choses comme par exemple, il parle de lobby LGBT, donc cette haine à peine camouflée envers tout ce qui est LGBT, évidemment, de l'islamophobie, j'en passe et des meilleurs. C'est un trait commun de l'extrême droite, c'est ce que tu disais, c'est le parti de l'ordre, et souvent, quand c'est des partis conservateurs, c'est-à-dire on garde ce qui est maintenant tel que ça et on veut plus que ça bouge, ils vont accuser certains groupes d'intérêt, donc les juifs, les LGBT, les musulmans, etc., Tout à de fait. vouloir subvertir cet ordre établi, Voilà. ou dans le cas des partis réactionnaires, donc les royalistes par Mhm. exemple, où le nazisme quelque part c'est une forme de réaction, même si c'est une réaction à un passé qui est encore plus loin. En gros ils veulent revenir à l'époque où on était des Germains purs, pas colonisés par les juifs, Exactement. et dans ce cas-là c'est des groupes qui ont déjà subverti le pouvoir, voire qui l'occupent, genre par exemple dans le nazisme on pense que les juifs ont tous les postes à responsabilité, etc., et dont il faut se débarrasser pour récupérer le pouvoir au nom de nous. Alors nous, souvent c'est le peuple Voilà. peuple de la nation, donc C'est- le peuple voilà. allemand, le peuple français, Le peuple blanc. et plutôt, oui, le peuple Blanc. blanc. Bien blanc. Et il y a aussi une chose qui s'ajoute qu'on a tendance à oublier, c'est l'antisocialisme ou l'anticommunisme qui est extrêmement fort, qui est un des fondements d'ailleurs de l'extrême droite, et qui du coup en fait un ennemi par tout ça politique de par chez nous. Et pourquoi en fait on parle pas de fascisme avec Trump? Parce que en fait, en tout cas moi c'est ma pensée, c'est une des nombreuses branches de l'idéologie d'extrême droite, et elle est extrêmement complexe à définir, et surtout aujourd'hui. Parce que le fascisme il est né en Italie par Mussolini, et en fait c'est une terminologie qui est extrêmement galvaudée et qu'on entend très souvent sur Twitter ou autre endroit médiatique. Et du coup en fait c'est très compliqué d'analyser le fascisme aujourd'hui, c'est-à-dire quelle forme il pourrait prendre,
puisqu'on n'est clairement pas des experts de cette question, et je pense qu'il y a des gens qui seraient beaucoup plus compétents voilà. que nous. En fait, on a tendance à dire que dès que quelqu'un coche les cases qu'on vient d'énoncer, qui sont les cases de l'extrême droite, à le traiter de fasciste. C'est Notamment, nous à gauche, on le fait beaucoup. Et à la base, notre angle d'attaque, c'était Trump est-il un fasciste ? Mais on s'est rendu compte qu'il y avait ses limites avec ce terme, que de faire un épisode là-dessus, ça aurait demandé de faire énormément de travail de définition de ce qu'est le fascisme, parce que c'est un terme qui est très mal utilisé. Mais dans les grandes lignes, on peut dire que Trump, il peut être au maximum proto-fasciste, c'est-à-dire quelqu'un qui prépare le C'est pas un fascisme. robot. Il y a du fascisme en gerbe, mais c'est pas Oui. le fascisme. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé dans Jacobin Mag, alors c'est beaucoup la source quand on parle de politique américaine, parce On que adore c'est Jacobin. Lisez Jacobin. un magazine très riche et plutôt de gauche, lutte des classes, marxiste, Oui. etc. Tout à fait. Donc qui emploie des outils, des concepts en termes de classe, etc. qui nous parlent. Et donc, alors ça date de 2016, donc aujourd'hui, il a encore plus durci ses positions en se rapprochant, on va en parler, de groupes d'extrême droite, etc. Mais à l'époque, Dylan Riley, qui est un universitaire, j'ai pas noté, alors là vous allez voir, c'est du travail de journaliste une fois de plus, j'ai pas noté si c'était un historien ou un sociologue, je me rappelle plus, mais Dylan Riley, donc c'est quelqu'un de sérieux, voilà. Voilà. Il a un diplôme. Il a un diplôme, donc il est sérieux. Et qui disait quelque chose de très intéressant dans Jacobin. Non, Trump n'est pas un fascisme. Et oui, c'est important que cela n'en soit pas un. Le fascisme naît dans des pays où il y a eu une importante opposition de gauche anticapitaliste qui a essayé de transcender le capitalisme mais échoué, qui ont été exclus des gains de l'impérialisme, donc l'Italie, l'Allemagne, c'était pas des grosses puissances impériales à l'époque, qui ont encore des secteurs agraires très développés, donc l'agriculture, etc., et qui ont des États capitalistes peu développés. C'est dans ce contexte que la forme politique très particulière du fascisme a tendance à émerger historiquement. Et en fait, ce que Dylan Riley met en avant, c'est que les USA ne cochent aucune de ces cases. Oui, tout à fait. Oui. La gauche est extrêmement faible et ne représente pas du tout une menace politique. Ça commence, les jeunes générations commencent à se réapproprier le socialisme, Marx, etc. Mais c'est très très minoritaire et pas du tout représenté dans les institutions classiques. Oui. Puis il faut voir aussi jusqu'où ça va aller, cette histoire aussi. Les États-Unis, c'est presque la seule puissance impériale qui reste en monde aujourd'hui. Donc c'est pas du tout des exclus de l'impérialisme. Au contraire, oui. La question agraire est quasiment inexistante. Et la classe capitaliste profite d'un État à son service qui est peut-être l'État capitaliste le mieux structuré, d'après Dylan Riley encore, de l'histoire. Donc on ne peut pas considérer que Trump est un fasciste parce que les conditions un peu historiques, matérielles rigoureuses d'existence ne permettent pas l'émergence du fascisme aux États-Unis. ne sont pas du tout réunies pour qu'on puisse parler de fascisme. Oui, donc du coup c'est une vision historique Pour faire simple de ce que je viens de dire, la situation des États-Unis aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle de l'Allemagne ou de l'Italie à l'époque de l'émergence de Mussolini et d'Hitler. Tout à fait. Et surtout qu'en fait ces définitions-là sont mouvantes, changeantes, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup d'historiens qui ne sont pas d'accord entre eux en fonction de leur mouvance historique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais du coup... Oui, ce que je viens de donner, c'est une définition. Voilà. Il y en a d'autres. Voilà. Moi, elle me plaît bien celle-là parce qu'elle prend en compte des concepts plutôt marxistes comme l'impérialisme, les luttes des classes, les conditions matérielles d'existence qui permettent... la transcendance du capitalisme, voilà, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas aller sur ce sujet. On a du coup pris un terme général qui est donc l'extrême droite, qu'on a défini un peu, juste pour les citer très rapidement. Dans des mouvances extrêmement connues de l'extrême droite... Attends, j'ai oublié un truc qui est ultra important. Vas-y. Pour l'instant, même s'il y a eu... pendant la dernière campagne des appels du pied à des forces d'extrême droite, Trump, il a toujours joué selon le cadre constitutionnel, ce qui est très important dans la définition du fascisme. Le fascisme, il va censurer l'opposition, il va saisir les journaux d'opposition, il va y avoir un muselage de toute forme de contestation électorale, etc. Et c'est un peu un truc, moi je les rejoins là-dessus, l'extrême gauche américaine se moque des libéraux, donc des démocrates qui disent que Trump est un fasciste, et donc qu'il faut voter pour lui pour s'en débarrasser, parce qu'ils disent si c'était vraiment... Oui, contre lui pour s'en débarrasser. Si c'était vraiment un fasciste, le problème serait bien plus compliqué que on peut s'en débarrasser en votant. En fait, vous ne pourriez pas voter, de toute façon. Donc voilà. Ça aura tout fait, oui, bien sûr. Et du coup, pour en citer quelques-uns des mouvances assez connues, très rapidement, il y a le royalisme. Alors nous, on en a beaucoup en France, l'Action française, voilà. Donc un retour du coup à la royauté, donc c'est ce qu'on parlait, les valeurs précédentes, antérieures d'un État fantasmé, le réalisme que si c'était quelque chose de très bon, la monarchie. Et on a aussi la mouvance identitaire qui est cette fois-ci plutôt quasiment présente dans le monde entier et surtout dans les pays occidentaux. Et notamment par exemple chez nous, c'est Génération Identitaire. Voilà.
un petit peu pour ces... Ça va plutôt être proche de ça, ce qu'ils ont en termes d'extrême droite aux Oui, États-Unis. c'est voilà. C'est plutôt des identitaires. La monarchie, ils l'ont pas connue. Ce qui est très compliqué d'ailleurs quand on s'intéresse à l'extrême droite américaine, c'est que c'est systématiquement des gens qui ne disent pas leur nom. C'est-à-dire ils ne disent pas on est des suprémacistes blancs ou des identitaires, en tout cas l'alt-right, c'est des gens qui vont au contraire tout faire pour revêtir des apparences de respectabilité, de « oh non regardez on est acceptable », etc. Voilà. Donc c'est assez dur, surtout pour des gens comme nous qui ne sommes pas du tout des spécialistes politiques et encore moins de la politique américaine, de travailler sur ces groupes-là parce que c'est des groupes qui font tout pour brouiller les pistes. Oui, bien sûr. Et je voulais Et préciser... d'ailleurs là-dessus Pardon. je vous conseille l'excellente vidéo de Contrapoint sur comment repérer un fasciste aux États-Unis où elle explique justement toutes les techniques utilisées par l'extrême droite américaine pour brouiller les pistes. Oui, voilà. Et du coup, on va juste préciser une autre chose. Alors, dans le monde anglo-saxon, on n'emploie pas le terme extrême droite, on emploie le terme droite radicale, mais c'est la même chose. Et du coup, pour faire un résumé un petit peu de la définition qui a été un peu longue, je m'en excuse. En gros, on pourrait dire qu'il y a deux discours qui cristallisent l'extrême droite dans sa globalité, l'identité de race et la sécurité. Voilà. Alors donc, le parti républicain, quand Trump le trouve, il est très influencé par ce qu'on appelle le Tea Party. C'est un mouvement libertarien anti-taxe qui a restructuré toute la droite suite à la crise économique de 2008. La crise économique, elle joue vraiment un grand rôle dans l'avènement de Trump. Oui. Parce que c'est elle qui force donc le parti républicain à se restructurer sur la base du Tea Party et qui décrédibilise aussi les démocrates. Parce que les démocrates sont incapables d'apporter des réponses à cette crise, et en particulier au prolétariat blanc, parce que vraiment la lutte des classes c'est pas leur cam, donc ils peuvent faire genre on va faire passer des petits trucs pour que ce soit moins raciste, moins sexiste, mais ils ont aucune réponse, et Trump c'est un peu un des seuls à se placer sur ce créneau-là. Donc ça lui permet de récupérer toute cette colère. Le seul autre, de toute manière, qui parle, par exemple, de la désindustrialisation, qui dénonce le libre-échange, c'est Bernie. C'est Bernie, notre Bernie. Et Bernie, lui, il n'a pas passé les primaires. Et Bernie n'est pas du tout soutenu par le mastodonte qui est les démocrates. Qui est les démocrates, exactement. Donc pour revenir sur ce que tu disais en termes d'extrême droite, Oui. il coche beaucoup de cases de ce que tu as dit, Trump. Déjà, il est anticommuniste, il avait déclaré, Oui. et alors ça c'est très drôle parce que le Parti démocrate fait opposition, a tout fait pour que Bernie ne passe pas en 2016 et en Qui 2020. n'est pas un communiste. Alors que Bernie, c'est un social-démocrate gentillet. Oui, un Lomondebourg. Chez nous, ce serait entre Montebourg et Mélenchon. Ouais. Chez eux, bon, pas pour eux, c'est un marxiste. C'est un zinzin. C'est un zinzin. Donc, Trump avait déclaré le Parti démocrate est un cheval de Troie marxiste. Oui. Ah, c'est exceptionnel. Mais en fait, il faut quand même préciser une chose. C'est ça, en fait, toute la subtilité de la chose, c'est que les États-Unis ont une histoire très particulière avec le communisme. Et il y a une peur, sinon une haine, envers les personnes qui portent ces idées-là, et envers l'idée même en fait, du marxisme. Et donc tu as des gens qui, de droite et de droite radicale américaine, qui dès que tu vas parler un tout petit peu de redistribution des richesses, même dans ses formes les plus inoffensives, vont crier aux communistes. Oui, par exemple l'ISF ou la sécurité sociale. Ça, c'est typiquement des choses où ils vont crier au communisme. Barack Obama, par exemple, quand il a fait sa campagne de 2008, dans une volonté de créer l'Obamacare, qui nommera plus tard l'Obamacare, qui pas grand chose au final quand même, il faut se l'avouer, très très vite on voyait des mèmes arriver de la droite où en fait on le dépeignait derrière une photo de Marx par exemple. Mais et encore aujourd'hui, il y a des tas de gens de droite qui depuis le début de la campagne disent que Joe Biden c'est un cheval de Troie du communisme, Oui, voilà, oui. c'est un communiste, il apporte le soviétisme, etc. Alors que vraiment Joe Biden, on disait Sanders c'est entre Montebourg et Mélenchon. Joe Biden, au mieux, chez nous, c'est Juppé, quoi. C'est Juppé, Macron, quoi. C'est Macron, Juppé. Non. Macron, il est moins dans le délire sécuritaire. Joe Biden, non, mais dans sa carrière, il a fait passer des vrais trucs vrai. de droite. Si tu prends toute sa carrière en considération, c'est plutôt quelqu'un qui, chez nous, serait chez les Républicains. Oui, c'est Juppé-Sarko, quoi. Il a été quand même pour la limitation de l'avortement, Oui. contre le mélange racial dans les bus, là. On en avait parlé dans tout Oui, premier tout à fait. épisode. Regardez le premier épisode. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, au mieux, chez nous, serait chez les Républicains. Oui, puis même friserait des fois, toquerait à la porte de temps en temps. Parce que même chez pour le FN, Parti quoi. démocrate qui est de centre-droit, Ouais. il représente vraiment l'aile droite. Oui, d'ailleurs, oui, tout à fait. C'est pour ça que Obama, d'ailleurs, l'a choisi en vice-président. Voilà, à l'époque, Obama, que le Parti démocrate regardait un petit peu en se disant est-ce que lui, il serait pas trop de gauche pour nous, l'avait pris en vice-président pour dire non, regardez, je suis de droite, mon vice-président, Voilà, c'est non, Biden. vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on garde le statu quo.
Et On va pas s'éterniser sur Biden, on Non. aura le temps d'en reparler. on aura le temps d'en parler, surtout s'il devient président des États-Unis. Mais est-ce que tu sais pourquoi, parce que je pense que c'est important la subtilité, surtout par chez nous, pourquoi est-ce que les Américains ont autant peur du communisme? Et pourquoi est-ce qu'il y a souvent À cause de ce la, sophisme? de la guerre froide Ouais. et puis Et ça a donné quoi? McCarthyisme. Le McCarthyisme. Qu'est-ce que donc le McCarthyisme? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, C'est un baroud. c'était une chasse aux sorcières. C'est-à-dire, on débusquait les communistes ou les gens qui étaient accusés d'avoir des Des affiliations avec le communisme ou avec l'URSS. on faisait des procès pour ça, pour trahison, etc. Il y a des gens qui étaient blacklistés, qui pouvaient pas exercer leur travail, notamment à Hollywood. Il y a eu pas mal d'artistes qui ont été Il y a mis un- à l'écart par le McCarthyisme. Il y a un super film sur Donc, ça, et ça vient du nom du sénateur McCarthy, McCarthy. qui avait fait vraiment de la lutte contre l'ennemi communiste intérieur son cheval de bataille. Et qui a alors tu vas me contredire, enfin tu vas me corriger plutôt, c'est la CIA ou le FBI qui a fait assassiner dans son territoire des personnes affiliées au communisme. Alors ça, c'est un truc de fou. Voilà. Ah oui, je vais pouvoir parler de COINTELPRO, c'est ma minute conspi. Mais alors, Vas-y, allez vérifier tout Fonce. ce dont je vous parle. Vous pouvez aller c'est vrai. chercher des sources. Je vous dis même pas quelles sources. Allez chercher des sources que vous pensez fiables, qui vous parleront de ça. COINTELPRO, c'est un truc très officiel. Sur la tête de notre ingé son, c'est C'est ça. vrai. Alors, COINTELPRO, c'est des documents du FBI qui ont été déclassifiés suite à un cambriolage fait par des citoyens dans les bureaux du FBI. Donc ça n'a même pas été déclassifié officiellement. Oupsie. COINTELPRO, en gros, c'est une opération qui a duré sur des décennies de gestion des opposants radicaux de l'intérieur par le FBI, qui a conduit à des fausses accusations, à des intimidations, des extorsions, Des des trucs fausses de preuves. faux témoins, des fausses preuves, voilà. Voilà. Tout ça, et même des assassinats de militants et de leaders de mouvements qui incluaient notamment des mouvements féministes, des mouvements écologistes, des mouvements contre la guerre du Vietnam et des mouvements pour les droits des Afro-Américains et des natifs, donc les Indiens, les Amérindiens. Notamment les Black Panthers. Voilà, les Black Panthers, eux, ils s'en sont pris plein la gueule par Oh, le bah, FBI. oui, ça c'est sûr. Et des mouvements aussi du mouvement ouvrier, donc des communistes, etc. Voilà, exactement. Et pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que quand Trump dit qu'il est anticommuniste, et il l'avoue, c'est pas une composante de l'extrême droite, c'est une composante des États-Unis. Mais la plupart des choses qui sont reprochées à Trump, de toute façon, c'est des choses qui, en fait, existent depuis longtemps. Voilà. C'est une composante de l'establishment. Et ça, c'est le Parti démocrate qui essaye de nous dire, regardez Trump, il est raciste, il est autoritaire. Oui. Mais il est zinzin et tout. Toutes les choses qu'on retrouve chez Trump, même si certaines, comme par exemple les déportations de Mexicains à la frontière, dans des camps, etc., il les a poussées plus loin que ses prédécesseurs. Les camps fait. dont on vous parle, où Trump enferme des migrants, ils ont été construits sous Obama. On rappelle d'ailleurs qu'Obama est le président qui a fait le plus enfermer de personnes à Guantanamo. Voilà. Quand il parle du mur et tout le monde dit les zinzins, il veut faire un mur, ce qu'il parle avec son projet de mur, c'est juste de renforcer l'installation militaire qui est déjà à la frontière mexicaine et qui avait été mise en place sous Bush. Donc les présidents précédents lui ont pavé la voie. Le Patriot Act. Le Patriot Act, cette attaque littéralement à la liberté. Le Patriot Act, c'est littéralement Donc ça. le Patriot Act, en fait, c'était une loi qui avait été votée sous Bush Oui. et qui donnait le droit aux services secrets d'avoir accès aux emails, aux SMS, Bonne aux mémoire, communications bonne privées Oui. des citoyens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. mémoire. Voilà, c'est ça. Et qui s'est passé après la chute des deux tours. Donc pareil, quand on voit ce qui se passe avec Black Lives Matter, les policiers qui tuent des gens, ça existe depuis toujours aux États-Unis, et le mouvement Black Lives Matter, d'ailleurs, il avait commencé sous Obama, suite à un meurtre, je me rappelle plus du nom de... Moi non plus. On va pas dire dans le... On va pas dire le nom, c'est pas... Mais donc un jeune afro-américain qui s'était fait tuer, et c'était déjà sous Obama, par C'est la ça. police. Et la police a fait de la répression violente envers les manifestants. Alors ça encore, Trump il le pousse plus loin. Parce Il le qu'il met pousse la toujours plus pression loin. sur les États qui répriment pas assez fort les émeutes et les manifestations de Black Lives Matter. Et il propose même d'envoyer l'armée. Mais ce qu'il fait, c'est juste faire plus de ce qui était avant. Et tout en restant dans la Constitution. Et ça, D'accord. c'est vraiment un des points que je veux que vous reteniez de ce podcast, qui me semble être le plus important. C'est que contrairement à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut avoir l'impression, notamment si on regarde des médias français qui s'inspirent des médias libéraux américains, Trump, ce n'est pas un ovni, ce n'est pas un truc sorti de nulle part, ce n'est pas quelqu'un qui rompt radicalement, même s'il le fait un peu avec la politique américaine, c'est juste une accélération de ce qui se fait aux États-Unis depuis
la création du pays. Exactement. Et nous, on ira plus Et loin. même par des administrations progressistes comme l'administration Obama. Et j'irai plus loin. Moi, je pense de toute façon, on est déterministe ici, on est matérialiste, je pense de toute façon que si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. C'est-à-dire en fait que les institutions américaines sont en train de plonger. Oui, complètement. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'il y a un article qui s'appelle, toujours dans le Jacobin, Oui. sur Trump, qui s'appelle genre « Is Trump a lumpen capitalist ?» Qu'est-ce que c'est un lumpen capitaliste ? Où ils expliquent que donc, le lumpenprolétariat, c'est ce qui désigne, ça veut dire le prolétariat en haillons, en allemand, et c'est ce qui désigne la partie du prolétariat qui n'est pas dans un travail régulier et légal. Donc ça va être tous les petits truands, les prostituées, je crois que ça fait partie du lumpenprolétariat, les personnes qui sont déclassées, les mendiants, et donc chez Marx, lui il a une analyse Les mercenaires aussi, mais ça n'existe plus maintenant. assez négative du lumpenprolétariat, où pour lui c'est forcément des gens qui vont être récupérés par la réaction. Il y a d'autres théoriciens comme Bakounine qui pensent que c'est des forces révolutionnaires potentielles. Voilà. Marx, par exemple, lui, il pense plutôt que c'est justement une force contre-révolutionnaire. C'est ça. Voilà, c'est ce qui les différencie. Et moi, par exemple, je sais pas toi, mais plus proche de la théorie de Bakounine que de la théorie de Marx, sur ce coup-là. Ouais, oui. Ouais, moi c'est des notions sur lesquelles j'ai pas vraiment réussi à me faire un avis définitif. C'est hyper complexe. Et donc c'est pour ça que j'ai dit les deux Non, mais t'as bien fait. grosses analyses qu'il y a. C'est bien. Donc pourquoi est-ce que ça serait un lumpen capitaliste ? Parce qu'il serait à la classe capitaliste que le lumpen prolétariat est au prolétariat, c'est-à-dire une partie qui a les mêmes activités qu'eux, mais de manière illégale avec la frontière de la légalité, etc. Et ce qui est intéressant dans cet article, donc il y a tout un début où il parle des activités illégales de Trump, du fait que grosso modo, ses business, c'est beaucoup des arnaques, il emprunte pour rembourser à ses précédents débiteurs, etc. Il traîne avec des gens qui ont des activités clairement illégales, il y a du blanchiment d'argent, etc. Mais la partie la plus intéressante de l'article, c'est toute la deuxième partie où il explique que Trump n'a pas les codes classiques du politicien ou du bourgeois américain. Et ce qui fait qu'il y a quand même une forme de rupture avec l'establishment, c'est que par exemple, il va se permettre des attaques sur ses opposants politiques que les politiciens américains ne se permettent pas d'habitude. Il n'est pas là pour faire de la stabilité, il n'est pas là pour rassurer les gens sur « non, regardez, on joue fair play, etc. » Lui, il fonce dedans, et c'est ce qui lui a valu une forme de sympathie de la part du peuple, qui était désespéré d'un candidat anti-establishment, parce que les institutions, comme tu le disais, sont décrédibilisées. Et même si il est dans la droite ligne de ce qui se faisait jusqu'à lui, il représente quand même une rupture sur certains trucs. Par exemple, il dénonce la guerre d'Irak. Il dit ça servait à rien d'aller faire la guerre là-bas, on en a rien à péter que Saddam Hussein c'était un dictateur, et lui il faisait tourner la boutique. Depuis qu'on a été foutre le boxon là-bas, c'est les terroristes qui ont pris la place, alors que la guerre d'Irak ça avait été fait par Bush, et je crois qu'Obama et Clinton avaient tous les deux voté pour. Pareil, donc ce dont on avait parlé où il dénonce le libre-échange, où il dénonce les... C'était le premier président des États-Unis à avoir dénoncé le C'est ça, libre-échange. les industries qui délocalisent. Oui. Et donc ça parle à une certaine partie de la population. Qui a subi ça. Qui a subi la crise de 2008, qui a subi la désindustrialisation, et qui va se reconnaître chez lui parce que la gauche n'a rien à offrir sur ce terrain-là. Exactement. En fait, il faut bien comprendre que les votants de Trump ne sont pas, pour la grande majorité, des suprémacistes blancs imbéciles qui vont aller voter Trump pour aller faire une guerre civile et instaurer une patrie blanche. Ce n'est pas ça, en fait. Il y a une volonté tout à fait rationnelle de voter Trump qui est de combattre, de vivre au mieux, parce qu'ils ont été déclassés de plus en plus fort et ils subissent le libre-échange depuis des années, ils perdent leurs emplois, ils perdent leurs industries, et ils veulent en fait retrouver ça. C'est aussi par une logique économique de vivre au mieux, de retrouver une classe moyenne, parce qu'on rappelle quand même qu'aux États-Unis il n'y a plus de classe moyenne, c'est-à-dire économiquement parlant, sociologiquement parlant, on constate qu'il n'y a plus de classe moyenne parce que le déclassement a été si fort qu'il n'y en a plus, et ils veulent retrouver ça, ce qui est normal. Et d'ailleurs Joe Biden, pardon, je vais encore parler de lui juste une dernière fois, essaye de récupérer, est-ce qu'il est conscient de ça, essaye de récupérer cette partie des votants en disant je vais refaire une classe moyenne. Donc en fait les gens sont rationnels, ils vont voter pour ceux qui vont faire des choses pour eux, en tout cas qui promettent de faire des choses pour eux. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils reprennent la comparaison avec Hitler, et ils disent donc c'est pas comparable, Trump n'est pas un fasciste, on n'en est pas au même cas qu'Hitler, même si le Parti démocrate dit l'inverse, parce que ça leur permet d'avoir une bonne image, de dire ah on résiste aux fascistes, votez pour nous, ce qui se passe en face c'est très grave. Et ça empêche le débat. Et ça empêche le débat. Mais il y a un point commun avec Hitler,
dans ce que développe l'auteur de cet article, c'est de dire Sa mocheté. que Ah non. que ce n'est... Oui, il y a une apparence physique ridicule, mais, Oui, c'est vrai. mais que c'est quelqu'un qui sort des carcans classiques des dirigeants politiques et qui, au lieu d'être vraiment, de faire partie de cette classe dirigeante qui dirige le pays pour la classe capitaliste, qui réalise plutôt un truc de, eh ben écoutez, la classe dirigeante classique n'arrive pas à faire le taf, je vais venir et on va appliquer mon programme d'extrême droite. En échange, je vais garder les choses en ordre et faire en sorte qu'on ne mette pas en question vos intérêts. Donc c'est pas autant quelqu'un qui est articulé à la classe dirigeante et donc à la classe capitaliste que ses prédécesseurs. C'est pour ça qu'au début, il y avait une défiance des plus grandes fortunes vis-à-vis de lui. Oui, ils ont eu très très peur de lui. Dans les primaires, les gens qui ont voté pour lui et une fois aux élections présidentielles, les gens qui ont voté pour lui, c'était plutôt des personnes de classe moyenne et des personnes fortunées mais pas très diplômées. Et ce qui est très intéressant à noter, pour vous donner une idée à quel point c'est vraiment deux partis au service des plus riches, c'est que l'opposition, donc entre guillemets de gauche, Hillary Clinton, elle a eu la campagne la mieux fondée en termes de thunes de l'histoire des États-Unis. Elle a eu 1,4 milliard Ouais. de fonds de campagne, là où Trump n'en a eu que, entre guillemets, 861 millions. On précise évidemment qu'aux États-Unis, il n'y a pas de limite dans le budget d'une campagne Oui. présidentielle. Contrairement en France, voilà, c'est ça. À la fin des primaires républicaines, aucune des 100 plus grandes fortunes des États-Unis n'avait donné d'argent pour soutenir Trump. Donc c'est son argent personnel, quoi. Enfin, son personnel plus ses sympathisants. C'est ça. Donc ça montre que Hillary Clinton, c'était la vraie candidate de la classe capitaliste. Cependant, une fois élue, le soutien a pas tardé à venir parce que ce que se sont rendus compte les capitalistes américains, c'est déjà que les profits allaient plutôt bien sous Trump, ça C'était un continue à copain. marcher, et qu'en fait, Trump, même s'il il s'était inscrit contre le libre-échange, etc., il était pour la déréglementation, et on en a parlé, les réductions d'impôts. Exactement, et je vais prendre un exemple, notre cher Mark Zuckerberg, aka le robot, notamment favorise énormément Trump sur sa plateforme Facebook, et il y a plusieurs analyses de ça. Moi je vais prendre l'analyse la plus à gauche, évidemment vous en rendez bien compte ici. En fait, l'analyse qui a été faite, c'est que Trump de toute façon protège ses intérêts, donc il ne va pas aller faire en sorte en fait qu'une autre personne arrive au pouvoir, puisque celui-là protège au mieux ses intérêts. Surtout qu'en fait on voit de plus en plus, ce qui est quand même exceptionnel, des représentants, des élus qui commencent, et même des gens qui commencent à gueuler envers ces grandes plateformes, hein, ce qu'on appelle les GAFAM, parce qu'il y a beaucoup de questions de sécurité, de vie privée, d'argent, etc., qui commencent à remonter, de harcèlement, enfin plein de problématiques de conditions de travail, qui commencent à remonter et qui mettent en danger les GAFAM. Les GAFAM ont très très peur de perdre leur pouvoir, parce qu'il suffirait d'une loi pour littéralement leur faire perdre toute puissance. Et en fait, c'est pour ça que Mark Zuckerberg, en tout cas c'est l'analyse qui a été proposée ici, que je vous retransmets, je ne sais plus l'article, défend Trump et le favorise sur sa plateforme. C'est parce qu'en fait, il protège ses intérêts. Exactement. En fait, mais il les protège tout en... pourquoi, d'après toujours l'auteur de l'article, on cite beaucoup d'articles, mais c'est parce que, enfin moi personnellement, je préfère me baser sur les travaux des journalistes politiques de là-bas, parce oui, qu'on bien est sûr. déjà ici, donc ce qu'on fait c'est un truc de pilier de comptoir, hein, donc tout ce qu'on dit ici vous pouvez le remettre en cause, vous pouvez aller creuser, s'il y a un truc qui vous semble bizarre, allez chercher des sources qui vous semblent meilleures. Et vous pourrez en parler avec notre ingé son, qui est aussi notre chef communication sur Twitter. N'hésitez pas. Mais encore plus pour les États-Unis où on vit pas dans le bain, etc. Moi, je préfère m'appuyer sur des travaux de là-bas et faire un peu de la semi-vulga en parlant de vive voix comme ça. Voilà. avec, En fait, ce qu'on veut surtout... en apportant quelques arguments personnels, mais le cœur de l'analyse, comme dans l'épisode sur Musk, c'est des articles de personnes qu'on considère compétentes, qui sont des journalistes politiques là-bas. Ce qu'on veut surtout éviter, en fait, c'est d'appliquer notre grille d'analyse politique, notre échiquier politique français sur les États-Unis, parce que ça n'a absolument rien à voir. Et il faut surtout éviter de faire ça, parce que sinon, en fait, on plaquerait simplement nos idées politiques sur les États-Unis, et c'est ce que font les médias libéraux français sur les États-Unis, et ce serait absolument pas intéressant. Autant ouvrir TF1 à l'heure de grande écoute. Mais donc, oui, pourquoi est-ce que quand même il y a une certaine résistance des capitalistes d'après c'est que Trump, en fait, en attaquant l'establishment et certaines positions qui étaient tenues comme de bon sens jusque-là avant lui, même s'il a une attaque d'extrême droite de l'establishment,
qui n'est en général pas risqué pour les intérêts du capital, parce qu'au lieu de dire c'est de la faute des capitalistes si on est ruiné, etc., on va dire c'est de la faute des immigrants mexicains, des musulmans et des terroristes, Et ça les arrange. ils jouent quand même avec le feu. Parce que, mine de rien, la crédibilité politique, le théâtre politique habituel, qu'on va nommer donc l'establishment, ça a pris du temps à le mettre en place, à lui donner de la crédibilité, etc. Et lui, il arrive là-dedans comme un chien dans un jus de quilles. Ça peut soulever... J'adore cette expression. Non mais ça peut, mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui, pour maintenir les intérêts de la classe capitaliste, le fait avec un numéro un petit peu de jongleur de tronçonneuse. Il joue à un jeu risqué. Oui, tout à fait. Il peut secouer certains intérêts de la population, on l'a vu. Oui, on même l'a vu. si ça même si On l'a vu avec le Covid, par exemple. même si sa simple personne ne suffit pas à expliquer ça, on a vu ce qui s'est passé. Là, il y a eu quand même des mouvements de protestation Oui. historiques avec Black Lives Matter Oui, tout à fait. et les événements de l'été dernier. Voilà, c'est ça, plus le Covid, etc. Oui, et en fait, ce qui montre, encore une fois, c'est que idéologiquement, il n'est pas structuré. Oui. C'est quelqu'un qui, idéologiquement, n'est pas structuré. Donc ça rentre toujours pas dans l'extrême droite, puisque les personnes d'extrême droite sont, en tout cas les teneurs, enfin les politiques d'extrême droite, sont idéologiquement structurés. Ils ont tout un corpus idéologique qui leur permet de grappiller du pouvoir. Mais d'ailleurs, ça, c'est ce qui lui a permis, déjà en faisant croire au prolétariat blanc que c'était lui leur candidat, mais c'est ce qui a permis d'attaquer plusieurs fois, au point qu'il y a un autre journaliste du Jacobin qui disait que pour lui c'est un bonapartiste, c'est-à-dire une figure charismatique qui se revendique pas d'un mouvement précis, mais qui va piocher à droite et à gauche, parce que des fois, il prend les démocrates par la gauche. C'est-à-dire que récemment, il a fait un moratorium où, en gros, il a publié des lois qui rendent ça plus compliqué pour les propriétaires de foutre leurs locataires dehors jusqu'à la fin du Covid. Et ça, c'est une proposition de loi que les démocrates qui sont très centristes n'auraient pas proposé, alors que c'est une n'auraient pas proposition de gauche. C'est ça, en fait. Donc c'est- ça peut oui. parfois être sa force, ce côté pas structuré, parce que parfois il va prendre ses adversaires là où on l'attend pas, même s'il est très à droite sur l'échiquier politique, par la gauche, entre guillemets. C'est ça, exactement. Alors il faut qu'on parle un peu, du coup je disais qu'il prend des fois le parti démocrate qui est très centriste par la gauche, il faut qu'on parle un peu ça, de ce c'est bon. parti démocrate et de comment Oui. eux qui vont vraiment, et de manière insupportable depuis 2016, jouer les vierges effarouchées et tout ça c'est arrivé malgré nous, comment c'est eux qui ont facilité son arrivée au pouvoir. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le parti démocrate, avant les années 70, était plutôt proche de ce qu'on appelait la nouvelle gauche, et était vachement plus social-démocrate qu'aujourd'hui. À partir des années 70, ce qui se passe, c'est qu'ils ont les nouveaux démocrates. C'est quelque chose qui s'est passé dans les partis sociaux-démocrates à peu près partout. Il y a eu la même chose ici en France avec les gens qui ont joué un rôle majeur. C'est des gens comme Rocard, Hollande, qui étaient jeunes à l'époque. Rocard. Nous, ça s'est fait un peu plus tard, dans les années 80. Oui, Jospin, les années Rocard. Au- Les jeunes avec Jospin, 2022. au Royaume-Uni, ils ont eu la même chose avec Tony Blair. Le parti travailliste, oui, tout à fait. Et bizarrement, ça a l'air d'invoquer à chaque fois un espèce De pitié. de diable de Oui. populiste de droite, parce que si vous regardez, on a tous le même, c'est-à-dire quelqu'un qui parle fort, qui est raciste et qui a une espèce de tignasse blonde chelou. On parle bien sûr de Donald Trump, Boris Johnson et Marine Le Pen. Apparemment, c'est l'espèce d'entité qui Oui. est invoquée Oui, c'est vrai, c'est vrai. quand il y a un parti social-démocrate qui trahit. Qui a trahi, ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec les nouveaux démocrates? Les La nouveaux triade démocrates, infernale. ça c'est un truc qui se prépare dans le parti avant, mais qui se concrétise sous Bill Clinton. Ils se convertissent donc au libéralisme, à l'économie de marché comme le PS en France, et aux accords de libre-échange. Ils se détournent de la classe ouvrière pour essayer de draguer un électorat qui vote plus, qui est des travailleurs un peu plus qualifiés, un peu plus haut dans l'échelle sociale. Ce qui est intéressant, c'est que comme ils n'ont plus de grosses propositions sociales à faire, comme il y avait pu avoir le New Deal par exemple, qui était un grand projet de travaux publics, d'investissement, Après la guerre, etc., juste un après la rebond, guerre. un rebond économique. Ils n'ont très plus du fort, tout oui. ça, et donc ce Oui. qu'ils vont faire, c'est essayer d'aller prendre, et ça, Jospin, il l'a fait avec Chirac, et il a perdu à cause de ça, la droite sur le terrain de la sécurité. Il y a un... Tu sais, sur la vidéo de Usul avec Linguisticae, Ouais, sur le langage des politiques, à un moment, ils analysent comment Jospin, d'une présidentielle à l'autre, il cesse d'utiliser des mots-clés de gauche, de justice sociale, de solidarité, etc., pour parler de sécurité. tout à fait, oui. Oui, ils ont été sur ce terrain-là, ouais, tout à fait. Il va sur le terrain de Et Chirac. d'ailleurs, ils s'en sortent plus maintenant. Et il se passe la même chose aux États-Unis, avec les nouveaux démocrates. Donc, ces gens-là, qui délaissent les intérêts des classes populaires, de la classe ouvrière, etc., ils vont vraiment paver la voie à Trump. Parce que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vont prendre
le premier Gugus qui passe, qui leur dit... Parce que vraiment, Donald Trump, même si c'est pas ce qu'il a fait après, et c'est une des rares fois où le terme populisme est vraiment bien utilisé, parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un prétend défendre les intérêts du peuple, on va le taxer de populisme, comme si c'était un gros mot de défendre les intérêts du peuple. Mais lui, il a vraiment fait du populisme dans le sens où il a dit « Je suis le candidat de ceux qui se sont fait baiser par la mondialisation ». C'était vraiment son cheval de campagne. C'est ça. Je suis le candidat de ceux qui se sont fait baiser, qui se font baiser depuis trop longtemps, et maintenant, c'est nous qui allons reprendre le dessus. Et ce qu'il a fait, ça a été, une fois de plus, de favoriser les grandes fortunes. Il a rien fait d'extraordinaire pour les gens qui prétendaient défendre. Donc c'est vraiment du populisme dans le sens où c'était une arnaque. Mais pour que les gens soient prêts à se jeter sur cette arnaque, il a fallu que le Parti démocrate coupe toute alternative de gauche. Donc d'abord en se plaçant comme un parti libéral depuis les années 80. Donc le libre-échange, parce qu'on en parle beaucoup sans définir la notion, c'est l'idée qu'on peut faire circuler des marchandises et délocaliser et faire venir des marchandises, les importer depuis des endroits où elles coûtent moins cher parce que les standards de travail sont pas les mêmes. Voilà, donc on va créer moins d'emplois Voilà. et fermer des usines sur le sol. C'est ça, l'industrialisation massive des États-Unis, qui était un pays extrêmement industrialisé, hein, notamment les bagnoles. Ouais. Ford. Et je crois que le clip d'Eminem de Beautiful, il parle de ça, où il est dans une ancienne usine à Détroit. Oui, Détroit, par exemple, était une ville extrêmement industrialisée L'industrie automobile, Oui. beaucoup. qui est morte à cause de la désindustrialisation, enfin morte, qui en tout cas maintenant n'est plus du tout à ses heures de gloire, quoi. Donc voilà, ils ont fait ça dans un premier temps. Ensuite, ils ont coupé le pied à Sanders 2 fois, en 2016 et en 2020, pour mettre Clinton à la place. Et ça aussi, c'était un Surtout très en mauvais 2016. calcul. C'était un très mauvais calcul politique de mettre Hillary Clinton parce qu'il y avait un vrai sentiment anti-système, anti-establishment, anti la politique comme d'habitude, et ils nous sortent une bourgeoise finie, qui est bourgeoise jusqu'au bout des ongles, et qui est une ancienne première dame. Oui, C'est terrible. Oui, tout à fait, oui. En plus, Bill Clinton, qui est clairement pas le président américain le plus aimé Ah non, parce de qu'il la a eu son population. scandale sexuel, il a eu des problèmes pour parjure, parce Et- qu'il oui. a nié les faits. Il a nié les faits et il a déclassé de façon extrêmement violente une partie de la population américaine. Il a commencé ce déclassement, une partie de la population américaine qui a fait des hautes études. Donc voilà, et ce qu'il Donc on faut en pas arrive à la oublier fin. aussi, c'est qu'un autre truc qui a pavé la voie à Trump, c'est que moi je suis beaucoup sur des groupes Facebook. Alors après, ça c'est de l'expérience de première main. Nurchi C'est pas de Pierre des- Bourdieu. Mais c'est un peu On vous ça. conseille. C'est l'équivalent américain des Nurchi. C'est des groupes d'extrême gauche qui se foutent de la gueule des libéraux, donc les démocrates, des conservateurs et de l'extrême droite, en prenant leurs citations ou leurs mèmes et en se moquant d'eux. Oui. Et Sachez qu'ils spamment notre Discord à coup de mèmes de ces Nurchi. Oui, c'est vrai. Et j'apprends beaucoup de choses dans les commentaires de gens qui racontent leur parcours politique. Et un truc qui revient tout le temps, c'est des gens qui se sont retrouvés très à gauche, donc ça tant mieux pour nous, parce qu'ils ont été déçus par Obama. Mais sauf qu'il y a aussi toute une partie de la population, parce que Obama, vraiment, quand il est élu, on a l'impression que ça va incarner un très grand changement. Alors qu'en fait, Ah bah, ils nous l'ont vendu comme ça, hein. Et tous les médias, même chez nous, Et parlaient ça- de ça y est, c'était le renouveau des États-Unis, quoi. et ça, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de Salt Slime, donc T-H-O-U-G-H-T, slime comme du slime, S-L-I-M-E, sur Obama, où il explique qu'en gros, Obama, il a rien fait. Il avait promis un grand changement, il a fait que des trucs mineurs, il a fait le mariage pour tous. À la toute fin. Je sais plus comment ça À la s'appelle. toute fin de son mandat, c'était en aux États-Unis. 2015. Et ce qui est rigolo, c'est que, grosso modo, il a pas arrêté de changer d'avis là-dessus au cours de ses carrières politiques, et ce qui s'est passé, c'est pas Obama victorieux, il propose un machin, maintenant les homosexuels et les lesbiennes vont pouvoir se marier. Il y Alléluia. avait une très forte demande populaire et il a fait que rafler les points en disant ok, je vais faire passer cette loi parce que c'est très populaire. à Oui, un et puis moment la donné. quasi-totalité des États étaient pour, en fait. Voilà, c'est ça. Il y avait eu un très fort militantisme des personnes LGBT là-bas, Oui, oui, etc. à Donc fait, en oui. fait, il a juste validé le point. Il l'a même pas marqué, il a pas Non. shooté. Bah, l'Obamacare, c'était pareil. L'Obamacare, il promettait à la population américaine la sécurité sociale. Hein, donc, mais en fait, ils ont eu la sécurité sociale achetée chez ton marchand de journaux à 2 €, quoi. Donc Et aussi, t'as la première pièce. en termes de libéralisme, il y a énormément d'accointances entre son gouvernement et Goldman Sachs. Il y a beaucoup de personnes du privé Ah oui, c'est vrai ça. qui ont travaillé au Trésor sous lui, qui ont fait passer des choses qui avantageaient donc les grosses banques d'affaires, etc. Et un dernier truc, c'est que c'est aussi quelqu'un, et là, pareil, je vous invite à vous renseigner, c'est fascinant, qui a développé toute une politique d'attaque de drones. C'est un criminel de guerre, Barack Obama. Alors, Et plus que le président américain moyen, sachant qu'on peut partir du principe que le président américain moyen, à un moment ou à un autre, il a fait des crimes de guerre. par exemple, la législation des drones. Par exemple, je suis chef des armées aux États-Unis. Je prends mon drone, je vais au Moyen-Orient, je tire sur une école. Qui est responsable? Eh ben non, les enfants. Et- Eh oui. Alors, en fait, il y a eu énormément. Déjà, c'est Apprendre.
déjà, c'est pas très légal, la guerre par assassinat aux États-Unis. Mais surtout, ils ont fait un truc un petit peu astucieux avec ces attaques de drones. Ils sont très très bons en droit. Donc les drones, si je dis pas de conneries, c'est des avions qui vont faire des frappes et qui sont pilotés. Oui. Il y a personne aux commandes. C'est pour ça qu'on appelle ça un drone. c'est ça Ils sont pilotés de loin Voilà. par des petites machines. Et donc, ils vont faire des attaques. Et ce qui est intéressant, c'est que sous Obama, ce qui se passe, c'est que ce type d'attaque se multiplie, des frappes préventives contre des terroristes. Donc, on va les tirer partout. C'est des frappes qui se veulent chirurgicales, mais qui font des pertes civiles et qu'on n'arrive pas à évaluer parce que l'administration a décidé que les personnes qui mouraient dans des attaques de drones étaient désignées comme des terroristes. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Donc éventuellement, si tu es une bergère du Yémen, que ton mari s'est fait tuer par un drone, tu Voilà. peux aller faire un procès à Washington avec ton petit dossier juridique sous le bras pour dire regardez, Voilà. j'ai des preuves concrètes que mon mari n'était pas un terroriste. Bizarrement, c'est pas beaucoup arrivé. Étrange. Donc c'est impossible de savoir le nombre de pertes civiles parce que ils ont décidé que les gens qui mouraient n'étaient par définition pas des civils. Magnifique plot twist de l'administration Obama. Donc voilà, Obama, c'est quelqu'un qui développe la guerre à l'étranger, c'est quelqu'un qui développe la sécurité à la frontière du Mexique, qui n'arrive fait pas- construire les camps dans lesquels Trump enfermera des gens après. Mm. Donc le Parti démocrate pave la voie à Trump, que ce soit en s'aliénant une partie de la population, en coupant le pied à des éléments radicaux qui auraient pu jouer sur le terrain de Trump. Sanders, il aurait pu le prendre sur le terrain du libre-échange, il aurait pu le prendre sur le terrain de la classe ouvrière blanche qui se sont complètement déclassés. Et donc, il lui pave la voie. Après, forcément, on n'en parle pas beaucoup parce que nous, on a une lecture surtout en termes de classe, mais bien sûr qu'il y a le racisme, le sexisme, l'homophobie qui vont jouer dans l'élection de Trump. Mais ça suffit pas. Et c'est surtout parce que c'est les éléments qui sont tout le temps mis en avant, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi il a été élu, parce qu'il y a des gens qui avaient voté pour Obama qui ont voté pour Trump. Donc ça veut pas dire que c'est des gens pas racistes, c'est pas parce que tu votes pour un noir que t'es pas raciste, ça veut rien dire ça. Mais on peut dire que c'est des gens dont le racisme n'est pas la principale motivation de vote. En tout cas, ça ne suffit pas à résumer ce qu'ils sont. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà, moi c'était ma petite part sur le Parti démocrate qui fait... Et donc oui, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique américaine de ces 4 dernières années, ils sont infernaux. Tous les sont insupportables. journalistes proches des démocrates, les stars proches des démocrates et les politiciens démocrates jouent les vierges effarouchés, ils ont leur hashtag, c'est hashtag résistance, et ils font genre d'être le dernier rempart contre le fascisme. Oui. En faisant des blagues sur Twitter et des articles un peu piquants sur l'administration. Alors qu'ils sont responsables en partie de la situation économique, de la situation sociale des États-Unis. Mais pour eux, c'est très bien Trump, parce que le fait d'avoir un ennemi, ça leur donne une raison de dire on est les gentils. Parce qu'en fait, en termes de politique, ils n'ont rien à offrir qui ferait d'eux les gentils. Exactement. Et donc, ils ont le diable. Oui. Et donc, ça suffit qu'ils aient le diable pour que ce soit le Christ, quoi, métaphoriquement. Mais c'est très bien pour eux, mais en même temps, en fait, il manque un peu d'armes. Parce que le Parti démocrate essaye de jouer justement les vierges effarouchées et sont en train de se poser la question de est-ce que le vote ne va pas être un peu bloqué. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le Parti républicain, excusez-moi de l'expression, se radicalise. Voilà, on n'emploie beaucoup ce terme en ce moment à la télévision. Du coup, je l'ai repris, mais de façon un peu plus logique, je trouve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Parti républicain ne plaît plus dans les urnes. Vous allez me dire, oui, mais Trump, il est passé. Oui, mais en fait, c'est différent. Parce qu'en fait, au niveau régional et même au niveau de la politique locale, qui est très important aux États-Unis, hein, c'est complètement différent que chez nous, c'est très décentralisé. Les États qui composent les États-Unis sont très puissants, ils ont leurs propres cours, etc., etc. Ils ont beaucoup de pouvoir. Et en fait, ils sont littéralement en train de perdre leur pouvoir en termes locaux. Et c'est assez triste. Donc par exemple, je donne quelques chiffres très rapidement. Ils sont à l'heure actuelle, il y a 53 sénateurs sur 100 qui sont républicains. Donc ils ont la majorité de très peu. Il y a 197 représentants, ils ont 197 représentants sur 435. Là c'est un peu triste. Ils ont 6 gouverneurs sur 50. 26 gouverneurs sur 50, un gouverneur territorial sur 6 et 12 élus territoriaux de chambre haute sur 97. Donc en fait, les institutions où l'élection se passe de façon directe, ils sont en train littéralement de perdre légèrement, petit à petit, leur base électorale, qui s'effrite. Puisque quand même, pour rappeler, lors de l'élection présidentielle de 1984, avec notre cher ami Reagan, qu'on adore ici, qui est pour moi le serial killer de la classe ouvrière, absolument incroyable, il a remporté 97,6% des États. Donc là, c'était l'âge d'or des républicains.
C'était incroyable. Toutes leurs cartes étaient passées au rouge parce que oui, les républicains, leur couleur est rouge, je crois, si je ne m'abuse. C'est ça. Et les démocrates, leur couleur est bleue. Donc c'était vraiment l'âge d'or et ils n'arrivent plus à retourner à cet âge d'or. C'est-à-dire en fait au niveau local, ils n'arrivent plus à s'installer. C'est très difficile pour eux. Alors ils gardent leurs états leurs états où ils ont toujours gagné. C'est-à-dire par exemple le Texas, c'est un état où ils sont plutôt bien installés, même si ça commence à changer. Mais ils n'arrivent pas en fait à reprendre des états, ils n'arrivent pas à s'installer localement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une forme de radicalisation du parti républicain, notamment dans le jeu de l'institution. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envahir les institutions de contrôle du vote et de pouvoir. Ouais, ils sont minoritaires en termes de... Mais politiquement, quand tu suis la politique américaine, ils sont bien meilleurs, ils sont Oui. efficaces, ils sont organisés, ils vérolent tout ce qu'ils peuvent véroler, ils foutent des pions partout. Exactement. Alors que les démocrates, eux, ils sont dans un truc où déjà j'ai l'impression que le parti est plus éclaté entre des égaux Bah, il éclate de plus en plus. et moins discipliné, etc. Et surtout, eux, ils sont dans des trucs où ils essayent d'avoir l'air d'être les gentils une fois de plus. Et c'est pour ça qu'ils vont jouer, eux, ils ont l'impression de jouer fair play, alors qu'ils sont juste nuls. Moi, j'ai vu, il y a pas longtemps, donc, ce qui s'est passé, qui était criant sur ce que tu décris, quand il y a eu Amy Coney Barrett, je crois, la nouvelle juge de la Cour suprême, Qui succède à... Ruth Bader Ginsburg. Exactement, je l'ai marqué. Donc, apparemment, il y a un siège qui est dédié aux femmes qui ont un nom en 3 parties. Oui, c'est d'ailleurs c'est dans la Constitution américaine. C'est dans la C'est un Constitution amendement. américaine. Donc Ruth Bader Ginsburg, qui était un peu une idole des démocrates, Une et juge démocrate qui a et donc- été nommée sous Clinton. elle est remplacée par une jeune femme, donc Amy Coney Barrett, qui est extrêmement réac. Qu'on n'aime pas du tout. Voilà, parce qu'elle est anti-avortement, Elle est anti-avortement, catho-tradi, très catho-tradi, ouais. Très très proche d'ailleurs des idées de Spencer, le vice-président, qui aime Dieu avant sa femme. Pence, Mike Pence. Je dis Spencer ? Oui. Ah merde, Pence, oui voilà. Qui aime Dieu avant sa femme, je vous jure c'est vrai. Je confonds. Et donc, ce qui s'est passé, qui était fascinant, c'est que moi j'ai vu plein de gens qui reprochaient à Mitch McConnell, je crois, le chef des républicains au Sénat, Des républicains, oui. d'avoir dit à la fin du mandat Obama, ah, on peut pas remplacer un juge si près des élections et tout ça se fait pas, alors que Trump le fait très peu avant les élections. Et ils étaient en mode, ah, c'est pas fair play et tout. Et moi je voyais ça et j'étais, mais bien sûr qu'ils sont pas fair play. ils en Mais ont c'est rien pour à ça faire. que c'est eux qui vous niquent. Eux ils font de la politique, ils sont en guerre, vous êtes là à vous dire, oh, c'est pas très correct Voilà. et tout. C'est ça en fait, ils envahissent les institutions de contrôle du vote. Parce qu'il faut bien comprendre que la Cour suprême, c'est pas le Conseil constitutionnel de chez nous. Ça a un pouvoir énorme sur tout l'État fédéral. C'est-à-dire l'État fédéral, c'est tous les États des États-Unis. Mais sur qu'est-ce qui va être validé en termes de loi, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce qui va être validé en termes de vote? Qu'est-ce qui va être validé en termes de loi, qu'est-ce qui va être jugé constitutionnel ou pas, Voilà. notamment dans les moves politiques du président, je crois. Oui, tout à fait, oui. Et même sur le vote du président des États-Unis. Et là, en fait, on assiste à un énorme problème. C'est-à-dire, en fait, que le parti républicain, d'ailleurs, je vous renvoie, on le retrouvera, l'article de Mediapart qui en parlera de façon un peu plus approfondie. Le parti républicain est en train de devenir un espèce de zombie, un cadavre mort au niveau électif. Il n'arrive plus à se faire élire au niveau local. Du coup, ils envahissent, ils placent des pions dans les institutions. Ils n'ont pas à se faire élire, ils ont à se faire nommer. Et du coup, là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus simple. Et en envahissant le champ des institutions, ils ont le pouvoir de fait. Ils n'ont même plus besoin de se faire élire. Parce que leurs copains, ils sont déjà au pouvoir. Et voilà. Et en fait, on assiste à ça. Puisqu'en fait, on peut même pas considérer que les républicains ont gagné avec Trump. Parce qu'en fait, c'est un personnage. C'est-à-dire, ce que tu disais, c'est l'image bonapartiste qui a gagné. C'est-à-dire qu'il est tellement... Alors c'est bonapartiste en mode, donc on compare avec Bonaparte en Oui. France. Ce qui est particulier avec le bonapartisme, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas dire je suis le tenant de cette idéologie, genre je suis le candidat social-démocrate ou le candidat de tel parti, mais votez pour moi sur ma personne, mon charisme Voilà. et qui je suis moi. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'il y a une partie des républicains, notamment des sénateurs, qui dit « Je ne vais pas voter pour Trump aux élections présidentielles ». Il y a une défiance d'une partie des Il y a républicains. toute une partie, ça va être la partie centriste, Oui, qui c'est était ça. plutôt la partie Bayrou. Bush, historiquement, donc les néo-conservateurs. Les néocons. Et, C'est pas une insulte, hein, c'est vraiment l'acronyme, c'est néocon. mais donc, grosso modo, la partie centriste, il y en a qui roulent avec les démocrates, qui se décrochent et qui disent nous, on est le parti républicain anti-Trump, donc il n'est pas soutenu par les moins radicaux, les plus modérés de son parti. Et même Bush, L'aime pas. je crois même qu'il a officiellement dit qu'il voterait pas pour lui Oui. et qu'il s'est plus ou moins rallié aux démocrates Il sur s'est ce coup-là. plus ou moins rallié aux Parce que- démocrates. Ouais. Leur échiquier est tellement délirant, pour nous,
Bush a raison, c'est un taré d'extrême droite. Sur l'échiquier américain, pour le Parti républicain, Bush, je crois qu'il représente plutôt la partie centriste. Oui, c'est la partie centriste. Et en fait, on le voit parce que on peut pas dire que c'est une victoire Trump qui gagne l'élection de 2016. C'est pas une victoire des républicains, c'est une victoire de Trump. Et c'est vraiment la grande différence. C'est-à-dire, c'est un personnage qui a été élu parce qu'il est tellement, c'est ce que tu le disais, il est tellement ambivalent. Il n'a pas d'idéologie fixe, donc il est tellement ambivalent. C'est-à-dire que des fois, il va frapper à droite de sa droite, il va frapper à gauche de la gauche. Il est tellement ambivalent dans ses lois, même si souvent d'ailleurs il frappe souvent à droite de la droite, qu'il ne compte pas dans le Parti républicain. Il est un ovni qui est, non sans raison, devenu président des États-Unis. C'est pas parce que c'est un ovni qu'il est arrivé par chance. C'est non sans. Il y a des raisons qu'on a dit tout à l'heure. Bah, c'est pas une fois de plus pas vraiment un ovni parce que ce qu'il fait en termes de politique est raccord avec ce qu'il se faisait avant. Oui, mais dans sa personnalité, dans le parti. C'est plutôt un électron libre par rapport au parti, parce qu'il a switché de parti plusieurs fois. C'est rigolo, sur sa page Wikipédia en anglais sur ses opinions politiques, ils ont retracé au fil du temps comment on pouvait le qualifier, et donc il y a genre centriste de gauche, populiste de droite, centriste de droite, enfin il est passé par tout grosso modo du centre gauche à l'extrême droite au fur et à mesure des années, et ça change vraiment d'une année à l'autre. Exactement. Alors nous on n'a pas eu de chance parce qu'on l'a vraiment eu dans sa partie où il n'a jamais été aussi à droite. Là vraiment, là il est parti sur un délire très 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 à droite, comme son parti. Mais donc il y a l'aspect institutionnel du Parti républicain dont tu parlais, où ils vont être beaucoup plus sans pitié sur les institutions que les démocrates, beaucoup plus stratèges, beaucoup mieux organisés. Envahir, c'est ça, c'est de la stratégie. Et disciplinés. Et il y a aussi, on peut parler de l'alt-right, il y a toute une myriade de mouvements, de personnes qui sont à droite du Parti républicain et qui avaient trouvé en Trump leur candidat. Voilà. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que l'alt-right parce que c'est pas forcément évident, surtout en France. En gros, l'alt-right, c'est une mutation de l'extrême droite. C'est une forme... Dans la vidéo, le playbook de l'alt-right de Innuendo Studio, aussi très bien, on conseille les références, il dit que c'est l'équivalent pour les vieux groupes de hard rock, des groupes de grunge qui débarquent et qui disent « Ah voilà, ça s'est démodé ». Et c'est un peu ça, c'est un peu la nouvelle droite radicale à la cool. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est une mutation de l'extrême droite, elle a changé de peau. Alors maintenant, elle est passée sur l'ordinateur. Donc en fait, c'est une invasion des réseaux, c'est-à-dire en fait, c'est une formation de petits groupes qui vont cibler les réseaux sociaux notamment et surtout les réseaux sociaux, avec notamment l'utilisation de mèmes. D'ailleurs, je vous conseille la saison 2 de The Boys qui en parle, qui le montre très très bien. Trop bien, voilà, trop bien. Voilà, avec Stormfront. Si vous voulez, si on a une fiction à vous conseiller qui montre très bien ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec l'alt-right, c'est la saison 2 de The Boys. Et regardez la saison 1 si vous l'avez pas, elle est terrible aussi. Voilà. C'est trop bien, et vraiment vous allez comprendre en fait à quel point les mèmes sont super importants chez l'alt-right pour diffuser en fait de façon sur tous les réseaux de façon très rapide leurs idées et se cacher aussi. Ce qui est super intéressant pour ceux qui l'ont vu, on va revenir vite fait sur moi ce que je trouve très intéressant dans cette saison, c'est que pas le Patriote, le Homelander. Qui c'est le protecteur, je crois en français. Le protecteur qui représente un peu le conservatisme à l'ancienne, qui a une image assez ringarde, etc. Oui, c'est ça. On va montrer via le personnage de Stormfront qui va représenter l'alt-right comment est-ce qu'il se rénove dans ce nouvel extrémisme politique. Exactement. Comment est-ce qu'il change son image, comment est-ce qu'il change son placement grâce à l'alt-right. Et ça, c'est vraiment très très bien foutu de comment l'interaction entre le conservatisme classique et l'alt-right qui va lui taper dessus, mais en même temps l'aider à se refaire une jeunesse. Voilà, c'est exactement ça. Et vraiment, regardez The Boys saison 2, c'est vraiment exceptionnel, vous comprendrez un peu mieux ce qu'est l'alt-right. Donc du coup... Et juste pour finir sur l'alt-right, je suis désolé, je te coupe beaucoup la parole aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup la politique américaine. Il faut vraiment comprendre que c'est une myriade de personnes qui vont... Par exemple, il y en a qui vont être des incels, mais pas du tout concernés par les questions de race, donc ils vont être très misogynes, mais pas du tout concernés par les questions de race. Il va y avoir des gens qui, à l'inverse, vont être des suprémacistes blancs, pas trop investis dans... Il va y avoir des gens qui vont avoir la totale, qui vont être homophobes, LGBT-phobes, misogynes, racistes, mais c'est vraiment plein de petits groupes qui, des fois, n'ont que peu de choses en commun, à part le fait qu'ils se situent au moins sur un sujet, à l'extrême droite du spectre politique. C'est des groupes très hétérogènes qui ont extrêmement peu de consistance en fait idéologique, et ça se voit très très vite. En tout cas, pas pour les utilisateurs, c'est-à-dire pour les petits, et pour les gros, non, en effet, il y a quand même un truc. Donc du coup, en fait, leurs armes principales, c'est les mêmes, on l'a dit, mais aussi les raids. Donc c'est-à-dire en fait le harcèlement ciblé d'une personne qui est contre leur politique, par exemple des journalistes.
C'est très souvent le cas d'ailleurs. Et du coup, c'est des harcèlements ciblés, donc avec des menaces de mort et autres. Et ils se reconnaissent entre eux. Ils ont des codes. Hein. Donc par exemple, alors c'est Kermit, non, c'est pas, c'est quelle grenouille? Pépé the Frog, pardon. Kermit la grenouille. On a Kermit la grenouille sur le podcast. Pépé the Frog, du coup. On a aussi le symbole OK, là. Je crois qu'il y a une histoire de symbole OK. Alors en fait, le truc avec le symbole OK, où à un moment ça avait été récupéré par les suprémacistes blancs, parce qu'en fait, donc vous chercherez l'emoji qui fait OK, là, bon bah on peut pas le faire. Non, vous Mais ne voyez en pas, gros, c'est un les podcast trois tellement doigts- visuel. Les 3 doigts qui restent, ça fait un W comme dans White Power. Ah, c'est ça. Oups, c'est ça, Et voilà. c'est ça, en fait, ça fait un Oui. White Power, le OK. Exactement, voilà. Donc il y a plusieurs symboles comme ça. Il y a aussi, alors chez nous, c'est plus des drapeaux de la Grèce. Alors généralement, quand c'est un drapeau de la Grèce, ça pue. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais, notamment parce que par rapport à ce qui se passe à Lesbos. Bref, Ah, je connaissais pas du tout. bah, je t'en parlerai. Voilà, il y a aussi, des fois, ils ont littéralement l'emoji de la grenouille aussi sur leur truc Twitter. Il y avait le lait, par un moment, il y avait le... Il y avait le lait. Je crois qu'il y avait ça. Oui, il y avait ça, ouais. Ou Ouais. c'est un exemple, je sais plus si Ouais. c'est un exemple qu'elle prend pour se moquer d'eux, ou si ça... Mais Est-ce que le lait c'est blanc, je crois. Oui, je crois qu'il y avait un truc Enfin, il y a comme plein ça. de mini-symboles. Voilà, quoi, il y a pour- plein de mini-symboles où ils se reconnaissent entre eux, mais c'est des groupes hétérogènes qui se retrouvent sur des sujets dont ils ont en fait très très peu de consistance, et notamment un sujet très apprécié par chez nous, les gamers. Dans ma vie, jeux vidéo et jeux débat. Ah, tiens, Ah. on fait du débat et on va parler de jeux vidéo. Oh On là va là, couper c'est ça, si c'est beau. abominable, Non, si, c'est la- on garde, C'est la garde. pire transition de l'histoire des garde, transitions. on C'est garde. notre ingénieur qui nous a forcé, il nous a dit faites une transition, les gars. J'adore. Oui, on va parler des gamers, mais Les pas gamers. mais pas ceux qui ont levé 5 millions à cette foutue ONG de gauchistes. Non, non, non. Et de LGBT. Et de LGBT. Eh oui, Dédicace à eux. voilà, on les aime. Dédicace aux Z-Event. On va éviter. Merci. Dédicace à Mister MV. Oui, surtout Mister MV. Donc, non, on va parler des gamers, mais les vrais, hein, les purs, les durs, les mecs remplis de testostérone. On va parler du Gamergate. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Gamergate? Parce qu'on en a très très peu parlé en France, et pourtant, ça a eu lieu aussi en France. Donc en fait, le Gamergate, tout s'est déroulé après plusieurs articles de femmes, notamment. Alors, je suis désolé si je les prononce extrêmement mal. Donc on a Madame... j'ai très mal écrit, Zoé Quinn, je crois, Oui, et c'est ça. Branna Wu. Ah, je connaissais pas. Voilà, donc il y en a deux, les principales, qui du coup ont écrit un article, donc 2 articles, notamment sur l'absence plutôt de femmes dans les jeux vidéo. Et à partir de là, tout s'est déchaîné, les gamers. Très belle femme. On va couper, on coupera. Couper. On a un mec du Gamergate qui est rentré dans la. Tu as des sacrés loches, les Tomb Raider. On va se calmer. Voilà, donc en fait, tout est parti de là. Et ça s'est envenimé. Donc du coup, on a eu une campagne de harcèlement extrêmement forte envers ces 2 personnes qui continuent encore aujourd'hui. C'est dire à quel point ils ont la haine. Et, ah oui, ça continue encore aujourd'hui. C'est vieux quand même. Voilà, donc en fait, tout est parti de ce délire, enfin de cet article qui n'est pas grand-chose finalement, et avec cette idée que on nous volera pas nos jeux vidéo. Et là, on va entendre parler d'un certain Steve Bannon. Alors, Steve Bannon, c'est un homme, un chef d'entreprise, un commercial, etc. Bref, il adore l'argent, qui avait une entreprise, moi ça me fait toujours marrer, qui a fait une partie de sa fortune, et je déconne vraiment pas là-dessus, sur comment on dit ça? Je peux dire ça? Alors, une entreprise de minage sur World of Warcraft à Shanghai. On a un gamer. Et tout de suite, l'ingé son va nous parler du minage sur World of T'es Warcraft. notre consultant gaming. Alors, vas-y. Alors, moi, ça va être très simple. Je suis un vrai gamer et mes 35 000 heures sur World of Warcraft peuvent en témoigner. Ah la vache. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une farm de PO? Alors, c'est très simple, une ferme de PO, donc ça concerne le jeu, le MMORPG, le MEPORG, World of Warcraft, sorti en 2004 aux États-Unis, 2005 chez nous. Donc, en gros, la monnaie du jeu, c'est ce qu'on appelle les PO, les pièces d'or. Et la monnaie du jeu, il y a plusieurs façons de l'obtenir. En jouant au jeu, tout simplement, on la farm, en gros, ça s'appelle. C'est faire le plus de tâches possible pour avoir les PO. Et une ferme à PO, c'est donc quelque chose qui se passe en Asie, mais notamment en Chine. C'est donc beaucoup de dirigeants qui vont
sous-payer, mais d'une façon incroyable, des Asiatiques, des Chinois surtout, pour leur faire farmer de l'argent sur World of Warcraft, mais à des heures, mais 20 heures par jour, ils vont faire que ça de leur vie, ils vont jouer au jeu pour avoir des PO, parce qu'en fait, pour avoir des PO, vous avez beaucoup de sites. Parce que normalement, pour avoir de l'argent sur le jeu, il faut donc farmer, mais vous avez plusieurs sites qui sont ouverts où vous pouvez acheter des PO avec du vrai argent. Mais ces sites, c'est tout simplement ceux qui font travailler les farmers chinois, puisque derrière ces sites, vous avez toute une communauté de gens surtout des Chinois, qui passent leur vie à farmer des PO, et c'est grâce à ça que vous avez des PO, parce que en gros le système c'est que vous achetez avec de l'argent réel sur ce site, et après vous faites, on vous dit vous allez à cet endroit dans le jeu et vous parlez à machin, voilà, et ce machin c'est donc quelqu'un du site qui vous échangera donc des PO, alors que sur le site vous avez déboursé genre 100 balles pour avoir 500 000 PO. Voilà. Et ce mec apparemment a fait ça. Et oui, il a fait ça. Pas bien. En vrai ça m'étonne pas, parce que alors ça il faut le savoir, cette méthode donc de farm de PO par les fameux farmers chinois, ça a été utilisé en Chine par le gouvernement chinois. Non. Si, par le gouvernement chinois qui exceptionnel, en prison faisait travailler les prisonniers chinois, il les faisait, oui, mais non, c'est mais ça, non, mais c'est sérieux. ça, il les faisait miner des PO, mais vraiment. Incroyable. On Il faisait vit dans ça. Black Mirror un peu. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est parce que voilà, Non, ils mais étaient, c'est non, mais ils étaient en mode quitte à travailler, voilà, ils vont faire de l'argent, parce que ça rapporte de l'argent en fait, ce truc. C'est des gens qui viennent acheter des PO, ils déboursent des fois pour avoir énormément de PO, ils dépensent des centaines, des milliers d'euros, donc ça rapporte du fric. Donc le gouvernement chinois a fait ça pour pouvoir punir entre guillemets les prisonniers chinois, parce qu'il pareil, c'est vraiment des mecs qui bossent 20 heures par jour à farmer des PO, quoi, donc c'est infâme. Voilà, et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que les gamers ont gueulé. Et les gamers ont manif, entre guillemets, sur l'entreprise de jeux vidéo Blizzard. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont restreint cette possibilité dans certaines mesures, et ce qui fait en fait que l'entreprise de Steve Bannon, Sniff Sniff, a fermé. Sniff Sniff. Mais alors je comprends pas, c'est ses copains ou c'est pas ses copains les gamers? Alors attends, bouge pas. Et en fait, il s'est rendu compte à partir de là que les gamers, quand ils s'y mettaient tous, c'était une force politique incroyable. Et là, il s'est dit banco. Alors du coup, moi je vais retourner aux États-Unis parce que ça suffit avec mes histoires de minage, et je vais aller rencontrer quelqu'un qu'on n'aime pas du tout ici, absolument pas. Qui est-ce donc? Un petit néo-nazi? Non, il est mort. Waluigi. Presque. Richard Spencer. Je crois que c'est ça, mais oui, bien On sûr. dirait un doublage québécois, tu sais. Richard Je crois qu'il s'agit de Richard Spencer. Voilà, c'est tout à fait. Alors c'est un néo-nazi très connu, activiste, proche même, copain avec des milieux néo-nazis. Et du coup, il a été le voir et il lui a parlé de cette idée en disant regarde, les gamers, quand ils sont très très mécontents, ils peuvent faire des trucs politiques très forts, et notamment envahir la toile. J'ai l'impression de parler comme un journaliste de jeux vidéo, enfin un journaliste sur Le Monde, quoi. Ils envahissent la toile. Ils envahissent la toile. Qui sont-ils? On a eu l'exemple dernièrement avec The Last of Us 2. Exactement. Avec cette saloperie de Naughty Dog, voilà, qui fait du LGBT. Voilà, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de créer toute une espèce de mythologie. Comme quoi, alors attention, les femmes et les liberals allaient voler leurs jeux vidéo. Et à partir de là, en fait, il y a toute une mouvance politique qui s'est créée, notamment sur la toile, avec des mèmes et du coup, ce qui va se former comme l'alt-right, et qui du coup va propager cette idée comme quoi, en fait, les progressistes allaient voler leurs jeux vidéo et leur faire des walking simulators. Voilà, c'est pas une blague. Et du coup, en fait, il y a toute une mouvance politique qui s'est créée, et il leur fallait une figure politique qui allait se présenter. Et bingo, banco, le Donald Trump est arrivé dans la place. Et en fait, Steve Bannon est devenu un de ses chefs de communication, je crois. Ça a été son conseiller stratégique. Voilà, son conseiller stratégique jusqu'en 2000... parce qu'il s'est fait virer. Et c'est quelqu'un, je crois, qui a notamment fait du consulting pour d'autres partis peu plus de droite, dont le FN. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et je crois qu'il continue à le faire.
Enfin, en tout cas, il l'a fait pendant une partie. Et du coup, en fait, il s'est servi de cette base des Gamergate pour propulser Trump dans la campagne présidentielle. Et c'est pas une blague, il y a des études qui le montrent. Le Gamergate a permis la propulsion, en partie, en tout cas, sur les réseaux de Donald Trump, parce que Donald Trump était vu comme l'anti-woke, pas progressiste, mais l'anti-woke qui allait sauver leurs jeux Mais vidéo. c'est un peu ce qui se passe avec l'alt-right en général. C'est un bon exemple de la synergie entre l'alt-right et Donald Trump. Je sais pas s'il y a à ce point-là des vraies sympathies politiques entre l'alt-right et Trump, mais pourquoi est-ce qu'ils l'aiment tant au point de faire tout le temps des mèmes sur lui? Ils étaient à fond Où il derrière est lui. en héros, Superman et autres billevesées. Où ils étaient à fond sur lui, c'est surtout, et je pense c'est une des raisons, c'est parce que il énerve les gens qu'ils aiment pas. Les SJW, Et oui, ils aiment pas Trump. voilà. Et l'alt-right, c'est vraiment, c'est les, Oui. c'est les, enfin voilà, c'est les ennemis des Tout à fait. SJW. Donc ils se sont servis en fait de cette capacité politique que tout être possède, mais de cette communauté en tout cas, pour la détourner à leur volonté, qui était donc faire élire un président, faire élire une personne qui a une idéologie assez mouvante, pour ensuite arriver au pouvoir. Et en fait, ce qu'on constate, c'est pas seulement eux qui ont fait ça, pas seulement le gamer trade, donc l'alt-right, c'est tout plein de lobbies, notamment très sectaires, qui tournent encore aujourd'hui autour de Trump. Parce qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas d'idéologie structurée. Et du coup, en fait, avant, ils tournaient autour des institutions, mais ils n'étaient pas dedans. Maintenant, ils sont dans la Maison-Blanche. Et c'est ce qu'on remarque avec le vice-président, qui est de confession, je ne sais plus sa confession, et qui a dit à plusieurs reprises à quel point il aimait Dieu avant sa femme. Et en fait, on voit en fait ça, c'est-à-dire toute une mouvance en fait très conservatrice, très droite radicale, qui tourne autour de Trump et qui est dans la Maison Blanche. C'est un évangéliste. Voilà pour la partie des gamers. Et donc oui, moi je trouve ça intéressant cette partie parce que ça montre comment Trump il a réussi à canaliser l'énergie du groupe d'alt-right, que ce soit pour harceler ses ennemis, pour faire des campagnes de mèmes en ligne. Alors ça n'a pas été commandité par lui, c'est un truc qui se fait spontanément parce qu'il arrive à leur plaire à ces gens-là, Tout à fait. à ces gens qui sont très en ligne, mais en tout cas à bénéficier de leur présence en ligne, à faire qu'ils fassent des vidéos pour le soutenir et à faire qu'ils votent. Pour Exactement. lui. C'est des jeunes qui votent, mine de rien. Et ça joue parce que les jeunes souvent ne votent pas dans nos démocraties libérales. Exactement. Je crois, ça se trouve, on va vérifier, je dis des conneries, mais je crois que c'est dans les jeunes, c'est les jeunes, les peu diplômés et les pauvres globalement, et les minorités ethniques qui votent pas, qui sont surreprésentés dans l'absentéisme. D'accord. Et du coup, je vous conseille, par rapport à ça, je vous conseille la vidéo de Game Spectrum qui s'appelle, je l'ai devant mes yeux cette fois-ci, j'ai préparé mes petits outils, qui sont les joueurs de jeux vidéo, et qui va parler un peu plus longtemps, parce que la vidéo dure 1h58, c'est un documentaire, notamment avec des sociologues, c'est très intéressant, qui va parler notamment du Gamergate de façon un peu plus approfondie. Et je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que c'est super intéressant, notamment sur tout ce qui est jeu de pouvoir avec Trump. Alors pour terminer, donc c'est une assez bonne transition pour dire voilà c'est comme ça qu'il a réussi à être proche de mouvances de l'alt-right et de mouvances radicales de l'extrême droite américaine, comme notamment les Oath Keepers, donc les gardiens de serment, Yes. qui sont des gens qui n'hésitent pas à dire qu'ils sont prêts à recourir à l'action violente pour arriver à leur fin politique. On a les Proud Boys aussi. Oui. Donc les Proud Boys, c'est des mecs avec des polos noirs Fred Perry avec le logo jaune là, vous Voilà. avez peut-être déjà vu, Ouais. qui sont des... Eux, ils se décrivent comme libertariens, mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'ils sont assez proches des suprémacistes blancs. Et surtout, c'est des gens qui ont des délires un peu bizarres. Genre, je crois qu'ils n'ont pas le droit de se branler ou une fois par mois. Enfin, Il y a beaucoup de règles très 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 cheloues. Ils ont des délires un peu bizarres, mais Ouais. surtout, ils aiment bien la violence. Et je crois qu'un des rituels de passage chez eux, c'est de se battre avec un antifa ou de se faire arrêter par la police. Donc c'est des gens qui sont assez chauds pour la castagne. Et pendant un des débats, on avait demandé à Trump s'il condamnait les suprémacistes blancs et les Proud Boys, et il leur a dit, ce que je leur dis, c'est ne faites pas de conneries, stand by. Et stand by, ça veut dire faites un pas en arrière, mais c'est un terme de l'armée qui désigne le fait de se tenir prêt au combat sans agir tout de suite. Voilà. Donc en fait, dans les trucs qui se passent en ce moment, il a aussi déclaré qu'il se pourrait que si ça lui convenait pas, il accepte pas les résultats du scrutin. Moi, je pense qu'on ne va pas avoir un coup d'État dans les semaines qui viennent aux États-Unis, mais Je pense pas non plus. il fait quand même du pied à des groupes
assez bourrins, des gens de droite qui ont des armes pour certains, Qui souhaitent une guerre civile. qui souhaitent une guerre civile. Moi, je vois passer pas mal sur mes groupes de gauche qui se foutent de leur gueule, de gens qui disent on va bientôt arriver au point où les gens de bien devront faire des choses mal aux gens mal, quoi. Donc c'est avec des images de gens qui tiennent des fusils, etc. On l'avait déjà vu pendant les émeutes Black Lives Matter, des gens sortir de chez eux avec des flingues. Oui, tout à fait. Ça avait fait un peu le tour, là, un couple, ils avaient des gros fusils. Dont le gamin qui a tué une ou deux personnes, le gamin proche de ces milieux-là, de l'alt-right, qui a Oui. tué une ou deux Il y a personnes déjà eu devant des des attentats flics. d'extrême droite. Il y a eu des attentats, tout à fait. Il y a déjà eu des attentats d'extrême droite. Il y a eu pendant Black Lives Matter les gens qui se sont fait rouler dessus. Oui, bien sûr, oui. Des gens qui se sont fait tirer dessus, je crois. Donc en fait, même si la violence c'est un fait constituant, un fait social constituant de la vie politique américaine, là je viens de faire une Oh, phrase, c'est beau. phrase de commentateur politique, j'aimerais qu'on C'est- s'arrête une seconde Voilà. pour apprécier à quel C'est- point je suis intelligent, je vais le redire. La Vas-y. violence est un fait social constituant de la vie politique américaine. Ouais. C'est incroyable. Ah, je sais plus ce que je disais là, mais fou, ça fait du bien. Bon, il y a le chrono qui tourne pendant que je fais le con. Donc même si c'est habituel, on est à un moment où en tout cas le président a laissé sous-entendre qu'il pourrait avoir recours aux milices d'extrême droite, qui leur fait des appels du pied et où la violence monte. Donc moi je pense pas qu'il y aura de coup d'état, mais il a quand même évoqué cette possibilité. En fait, on voit finalement moi, j'aime pas l'idée de scission. Hein. On n'arrête pas d'entendre que depuis Trump, il y a une scission entre deux États-Unis irréconciliable. Ça, je trouve ça complètement con. Par contre, ce que je trouve intéressant et assez inquiétant, c'est en fait à quel point les institutions ne sont plus capables. On détruit le contrat social de Rousseau. Putain, on est intelligent. Parce que la dernière fois, j'ai quand même dit Montesquieu, c'est dire à quel point Ouais, c'est vrai. il faut arrêter l'alcool. Donc du coup, de Rousseau. Et en fait, on voit à quel point en fait, la fracture du contrat social, si je vais un peu plus loin, détruit le jeu de pouvoir. C'est-à-dire en fait que clairement, on est, en tout cas aux États-Unis, on est dans cet entre-deux, entre presque dans une forme proto-barbarique. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin d'avoir des milices d'extrême droite qui sortent complètement dans les rues et qui foutent un bordel pas possible. Mais surtout que, déjà, il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est pas pour faire des fausses équivalences, parce qu'en plus, moi, c'est des gens dont je suis très proche politiquement, et grosso modo, je me compte là-dedans. Mais un autre truc sur lequel le Parti démocrate est moins tanké pour la guerre politique que le Parti républicain, c'est que le Parti républicain a des liens avec ces forces d'extrême droite radicales prêtes à en venir aux mains pour la politique, Oui, tout à fait. alors que le Parti démocrate, moi, de ceux que je vois, je pense pas que faudrait faire des enquêtes, etc., mais n'a pas les mêmes liens avec les forces qui seraient équivalentes, des antifas, de la gauche radicale, des personnes qui aujourd'hui commencent à questionner des questions de ça serait peut-être pas mal de faire la révolution, de gauche. L'équivalent sur le spectre politique de gauche. Alors après, une fois de plus, c'est pas pour dire les antifas, les funky, c'est la même chose, mais en tout cas, la partie radicale de gauche du spectre politique. Oui, tout à fait, oui. Et il n'y a pas du tout les mêmes liens. Eux, en général, ceux que je connais, ceux avec qui je discute, détestent le Parti démocrate, détestent les liberals. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un terme qui à la base était surtout utilisé par l'extrême droite pour parler des démocrates, liberals, Ouais. ce qui serait bobo en français, mais les gauchistes les appellent comme ça aussi. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des trucs où, pour l'extrême droite, liberals, ça désigne tout ce qui est plus progressiste qu'eux, alors qu'en fait, C'est-à-dire tout. la gauche en a une utilisation plus juste au sens politique du terme, c'est qu'ils s'en servent pour désigner les libéraux. C'est ça. Les libéraux dans le sens politique du terme, pas Voilà. que économique, ceux Les qui veulent qu'il y ait des protecteurs droits. du capital. Voilà, c'est ça. Mais avec une notion par De rapport aux progrès, conservateurs voilà. qui sont aussi des protecteurs du capital, Oui. où il y a une notion de libéralisme politique, et Voilà. donc les droits individuels, ce qui peut inclure des choses comme une certaine dose de Oui, libération de la femme, Des trucs les droits pour les homosexuels, les LGBT, etc. Donc c'est pour ça que c'est des liberals, au sens libéralisme politique, pas juste économique. On critique absolument pas ça. Enfin, même s'il y a une critique à faire, c'est plus Moi des je, miettes de pain. moi je déteste les homosexuels, mais Ah, donc du coup, j'arrête ce podcast immédiatement. eh ben, c'est la fin. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. C'est la dissolution du band, comme Oasis, c'est la dissolution du groupe. Ah, magnifique. Donc PA, tu es un peu notre Yoko Ono du coup. Tu es la Yoko Ono de nos Beatles. Non, c'est précis tout ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu t'es complètement Merde, perdu je dans suis tes désolé, aujourd'hui, bêtises. je dérape, je dis n'importe quoi.
Et donc voilà, oui, il n'y a pas le même lien avec les forces de gauche bourrines Tout à que, fait. que les républicains ont avec les forces de droite bourrines. Ce qui veut dire que, surtout aussi parce que la gauche est pas aussi structurée, etc., Bah, que si, au niveau des même establishments, si moi je ne pense pas qu'il va y avoir un coup d'État aux États-Unis, c'est plus probable qu'il y ait un coup d'État qu'une révolution prolétaire, clairement. du coup, ça pue. Malgré ce qui s'est passé cet été, qui était un très beau moment politique, des émeutes de Black Lives Matter, où il y a vraiment eu un sursaut. Oui. Des manifestations très très nombreuses, des émeutes, etc., qui étaient encourageants. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se nouer. Le fait que les jeunes générations aux États-Unis s'approprient de plus en plus des termes comme marxiste, anarchiste, communiste, c'est des trucs qui sont en regain de force chez eux comme c'est en regain de force chez nous. Ça se développe. Tout à Ça fait. se développe avec les mouvements noirs, avec les mouvements Mhm. LGBT aussi, qui se développent, qui se bourrinisent politiquement. Ouais. Ça ne leur suffira bientôt plus qu'il y ait un personnage noir dans une série Netflix pour les garder à leur place. Et c'est tant mieux. Alléluia. D'ailleurs, il y a eu un documentaire qui avait l'air très bien sur Arte, sur les Black Panthers. Oh, bah, on a vu la pub ce matin. Audrey, elle l'a regardé, c'était vachement intéressant, attends, mais il y a c'est des pas ce moments matin, un peu hier. centristes. Et il y a des moments où c'est un petit peu... Bah, après, les flics qui se faisaient insulter. Ah oui, bah, voilà, oui. Mais dans l'ensemble, ça a l'air intéressant. Ouais. Bon, du coup, Donald Trump est-il d'extrême droite? Oui, mais ce n'est pas un fasciste. C'est beau. Mais il a de nombreux traits qui permettent de le qualifier à l'extrême droite. Cependant, Voilà. moi j'aimerais conclure là-dessus, même si c'est pas vraiment la conclusion parce qu'on en a déjà parlé. Trump n'est pas tout comme à l'époque, Adolf Hitler n'était pas un truc qui sortait de nulle part et en fait tout se passait bien avant lui. Oula, Florisson avait raison. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a des conférences très intéressantes de, comment il s'appelle l'historien là, j'en parle tout le temps, en plus je suis chiant avec lui, Chapoutot. Ah oui. Chapoutot qui parle du nazisme et qui montre comment toute l'idéologie nazie, c'est des choses qui ne sortent pas de nulle part, Oui, tout à fait. l'eugénisme, etc., qui sortaient du bain culturel de l'époque. Donc ça me fait penser à ça. Trump ne sort pas de nulle part par rapport à la politique américaine. Voilà, c'est ça. C'est des L'anti- conséquences en fait. Trump, c'est une conséquence. Le fait d'utiliser les Mexicains et les musulmans comme des boucs émissaires, l'interventionnisme à l'étranger, le fait de faire Du déclassement. du sécuritarisme, enfin d'avoir un Sécuritaire. délire sécuritaire autour du terrorisme, Ouais. le fait de s'en prendre aux pauvres, aux femmes aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la Oui, bah misogynie, oui, évidemment. le racisme, etc. C'est des choses qui existent dans la politique américaine et qui se faisaient déjà avant. Obama, donc on l'a dit, déportait des gens dans les camps à la frontière mexicaine. Bush, c'est lui qui a Il a installé, palmarès, lui. qui a militarisé cette frontière. Donc tout ce qu'on dit à Trump, il vient avec ses délires, il apporte... non, il les pousse juste plus loin. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Trump n'est pas le problème. C'est ça. un symptôme des dérives de la société Voilà. américaine. C'est ça. C'est une conséquence de ces dérives. Et se débarrasser de Trump via les urnes ne réglera pas. Clairement pas. Et peut-être même que le prochain qui viendra de ce camp-là, si Biden passe, sera encore pire et plus structuré idéologiquement. Exactement. Donc Trump, vraiment, se débarrasser de Trump, ça ne réglera pas le problème américain. Et il va falloir qu'il y ait des choses plus ambitieuses en termes de changement vis-à-vis des races, Changement d'institutionnel. changement institutionnel Complet, oui. et changement des rapports de classe pour que la société américaine évolue dans le bon sens. Exactement. Donc voilà, désolé si on a douché votre enthousiasme, vous vous disiez peut-être « Ah, dans 2 semaines c'est Biden président, les États-Unis tout repart bien », bah non. Non. Et du coup, c'est Biden ou le Trump président? Ah oui, les pronostics. Ah, Moi, je pense que Biden mène quand même largement. Il y a eu Trump qui a chopé le Covid. Moi, je pense que Biden va passer. moi je pense que c'est Trump qui va passer. On n'est clairement pas d'accord, nous sommes en dissension, nous quittons donc le podcast. Moi, parce qu'il y a quand même, il mène de beaucoup dans les sondages. Il mène de beaucoup, mais il arrive aussi. Il arrive mené de moins et faut pas non plus dire parce que une fois il y a les pronostics qui ont été défiés que le truc qui a quand même peu de chances de se passer va se passer à chaque fois. Donc moi, je pense que Biden va l'emporter et devenir président des États-Unis. Moi, Toi, tu penses que c'est Trump? Moi, je pense que c'est Trump parce que la problématique, c'est qu'il a à 30 d'essayer de bloquer le vote, en tout cas d'appeler les personnes donc, qui veulent voter pour lui d'aller directement au bureau de vote, alors qu'on sait que les démocrates, eux, vont plutôt voter par Internet. Ouais, tu penses que ça suffira les formes de vote par rapport au Covid et au confinement là? Bah, moi, je pense que ça va jouer de peu. Ouais, moi je suis pas convaincu. Moi je pense que les gens qui n'aiment pas Trump l'aiment pas vraiment fort, au point de faire l'effort de voter par la poste, de faire le vote, etc. Je pense qu'il y a quand même un sentiment contre lui, des affects. Des affects, Ah, Lordon. le pathos, Mais des affects très forts qui vont motiver les gens à voter contre lui. c'est possible. Et on se revoit le lendemain des élections, si tout va bien. Oui,
pour faire Si notre on n'est pas tous morts débrief du à Covid. chaud. Exactement. Et en attendant, portez un masque, lavez-vous les mains. Les réseaux. Mais Ah attends, oui, j'allais le dire, les On réseaux. est des professionnels, on est des Ah. youtubeurs, tapez la cloche. Mais tu sais, c'est comme à l'époque du sida, sortez couverts, quoi. Voilà, c'est tout. Et après, on fait les réseaux. Bah, c'est incroyable quand même. Alors. On se fait engueuler Donc vous pouvez vous par abonner. l'intérim. Oui. Pensez jamais. Vous pouvez vous abonner à notre compte YouTube. Nous sommes aussi disponibles sur SoundCloud. Oui. Et vous pouvez suivre nos péripéties et nos analyses à chaud sur Facebook et Twitter. Incroyable. Du coup, on se dit à la À prochaine. Et comment faire autrement? The best solution is to devolve power down to people. Bon, vous savez, le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. La violence des riches, c'est ça. C'est que le déficit public, il n'existerait pas s'ils payaient leurs impôts. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a plus... C'est pour ça que la social-démocratie sombre, coule à pic avec tout son appareil.